Bonjour à tous de où que vous soyez. Alors, je souhaite déjà un bon apéritif du soir à ceux qui sont plutôt sur la Nouvelle-Zélande et l'Australie, un bon après-midi à ceux qui sont plutôt au Japon et dans l'Est de la Chine, et puis ensuite un bon café, pause déjeuner, j'imagine, à ceux qui sont sur le fuseau de l'Asie du Sud-Est et de Singapour. Et puis on avance une bonne fin de matinée à ceux qui sont en Inde, comme notre panéliste par exemple Franck Barthélémy. Et puis bienvenue en ce matin pour un petit déjeuner ou un milieu de matinée déjà pour ceux qui sont Proche et Moyen-Orient, Asie centrale, Russie, Ukraine. Ça, je termine sur la 11e circonscription législative. Et puis on arrive maintenant sur l'axe Europe-Afrique. Et un bon petit déjeuner à vous tous, un bon café, un bon thé, quelques viennoiseries. Et nous allons commencer. Franck, est-ce que je peux te passer la parole? Oui, en fait, je la passe à Zaïda tout de suite. Merci Franck. Bonjour à tous. Alors, je suis Zaïda Marie Sleiman. Je suis au Koweït depuis 23 ans. Je suis mariée, j'ai 4 grands-enfants, auto-entrepreneuse, référente LAREM de la 10e circonscription législative des FDE et tête de liste dans la 2e circonscription Arabie Saoudite. Voilà. Merci Zaïda, bonjour. Moi, je suis Franck Barthélémy, j'habite en Inde depuis 17 ans. Je suis un entrepreneur comme Zaïda. Je suis aussi référent de la République En Marche pour la 11e circonscription des Français de l'étranger, la plus grande, celle qui contient 49 pays et pour laquelle nous avons le plaisir ce matin à 8 heures d'avoir Anne Jante qui est la députée de la 11e circonscription. Zaïda et moi allons animer cette première heure des 24 heures des Français de l'étranger. On a un programme très riche, on a un programme avec beaucoup de participants qui comprend des parlementaires, des ministres, des têtes de liste et bien sûr des Français de l'étranger. Et nous sommes heureux de vous accueillir tous dès ce matin pour commencer nos 24 heures avec vous. Nous allons aborder pas mal de thèmes. Vous avez tous reçu le programme lorsque vous vous êtes inscrits. Nous allons parler d'éducation, de dématérialisation, d'écologie, d'Europe, d'égalité homme-femme, de violence conjugale, d'entraide, de bilinguisme et sans doute plein d'autres sujets que nous allons aborder en fonction de vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat. Nous gardons un œil sur le chat. J'imagine qu'il y en aura beaucoup. Si vous voyez que nous ne répondrons pas à vos questions, envoyez-les nous à l'adresse que nous allons vous communiquer sur le chat. N'hésitez pas à le faire. Nous essaierons de répondre à tout le monde. Je repasse la parole à Zaïda pour une brève introduction de la séquence qui suit. Alors, je vais vous présenter Jean-Baptiste Lemoine qui n'a pu se joindre à nous pour lancer ces 24 heures. Il est en mission à Djibouti, mais il a tenu à nous adresser un petit message par vidéo. Une brève biographie de Monsieur Jean-Baptiste Lemoine, pardon. Il est secrétaire d'État chargé des Français de l'étranger, du tourisme et de la francophonie. Il a fait Sciences Po, Saint-Cyr, EOR, ESSEC, court passage dans le monde de l'informatique, conseiller général, conseiller municipal, maire, puis sénateur. JBL plonge dans le monde des FDE en 2017. Il multiplie les contacts et les rencontres sur le terrain et découvre vite un univers qui le passionne. Donc là, nous allons vous lancer une petite vidéo parce qu'il n'a pu être avec nous actuellement. Voilà. Banquiers, chers Françaises et Français établis hors de France, chers amis, c'est parti pour plus de 15 heures de meeting. 15 heures pour mettre en avant nos candidates, nos candidats, pour donner la parole aux ministres, aux députés, représentants des Français établis hors de France, des Français de l'étranger également. 15 heures de dialogue avec vous toutes et vous tous, qui sont en train de se faire vacciner. Pour avoir mené quelques campagnes électorales ces dernières années, et encore une il y a quelques mois, afin d'être réélu sénateur de l'Yonne, je peux vous affirmer qu'une victoire électorale, au fond, c'est toujours un carré magique qu'il faut réussir à former. D'une part, il faut de bons candidats. Ensuite, il nous faut de bonnes idées, de bonnes valeurs. Il nous faut un bon bilan.
et il nous faut un bon projet. Alors, ce carré magique, je crois que pour la première fois de l'histoire récente des élections des Français de l'étranger, eh bien, vous l'avez rendu possible. Il va maintenant s'agir de le dire, de le crier, de l'affirmer, de le répéter, de le redire encore pour convaincre. Alors, les bons candidats, vous en avez partout dans le monde, justement, issus de notre mouvement, issus de la majorité. Le mouvement, il a déniché des pépites, souvent des nouveaux candidats, mais aussi des élus sortants. Et ils ont tous ce même ADN, celui de faire avancer les choses dans le bon sens, celui de construire pour et pas contre, celui de trouver des solutions plutôt que de créer des problèmes, celui de s'engager pour les autres. Et sur les 130 circonscriptions, bientôt, tenez-vous bien, nous sommes présents avec 83 listes de la majorité présidentielle, avec après les 3/4 de nouveaux visages, et des candidats, tête de liste, qui vont entre 24 et 72 ans. Bref, représentatifs de cette société française, cette société aussi des Français établis hors de France. Alors, je pense à tous ces candidats investis sur le terrain, venus d'horizons variés, des personnalités engagées dans la santé, des entrepreneurs, des travailleurs sociaux, des enseignants, des Français engagés dans le monde associatif, de la bienfaisance. Bref, ils ont tous à cœur de vous représenter, de vous défendre avec une énergie hors du commun. Je pense à Ousmane, à Ouagadougou, à Mehdi, à Casa, à Éléonore, à Genève, à Frédéric, à Montréal, à Sophie, à San Francisco, ou à Alexandre, à Rio, ou Franck, à Bangalore. Et je pourrais toutes et tous vous citer tant je vous vois. Et donc, je peux vous dire qu'ils sont, et elles sont, toutes et tous à la hauteur de la fonction eh bien, à laquelle ils postulent. Ils sont intègres, transparents, proches de vous. Et ils feront honneur à cette fonction d'élu. Alors ensuite, il faut de bonnes valeurs. Et si nous sommes les uns les autres, dans la diversité de nos parcours, avec nos sensibilités, eh bien nous sommes toutes et tous engagés dans une même bataille. Et c'est parce que nous nous reconnaissons justement dans les valeurs portées par le président de la République. Nous croyons dans cette France qui ose, nous croyons dans cette France qui donne sa chance à chacun, qui permet à chacune et à chacun de s'émanciper. Nous croyons en une France qui prend toute sa part dans l'Union européenne, qui sait aussi la secouer pour la faire avancer. Et nous croyons dans cette France qui pèse au plan international. Ces valeurs, elles fondent notre engagement aux côtés et derrière le président de la République, Emmanuel Macron. Ces valeurs, elles irriguent la politique que nous conduisons pour tous les Français, où qu'ils vivent. Alors, il existe une vieille tradition en politique, souvent les élections dites intermédiaires, lorsqu'on est au pouvoir, on essaye de ne pas trop faire savoir qu'on représente la majorité, parce qu'on a peur de subir le mécontentement, etc., etc. Moi, ce que je vous propose, les amis, c'est tout le contraire. Nous sommes les candidates et les candidats du président, nous sommes les femmes et les hommes de la majorité, et nous sommes celles et ceux qui nous reconnaissons dans ces valeurs de solidarité, d'audace, de modernité, qui nous rendent fiers de faire vivre l'esprit français aux 4 coins du monde. Et 3, après avoir les femmes et les hommes, après avoir les valeurs, il faut aussi avoir un bon bilan. Et là, les amis, pas de fausse modestie. Le président, il l'a rappelé dans sa lettre aux Français de France, une première, eh bien, que nous pouvons être, je crois, très fiers de la politique qui a été menée au service des Français établis de France. Je vous le dis clairement, aucun gouvernement français n'a jamais fait autant pour ses ressortissants établis à l'étranger. Aucun pays au monde ne fait autant que la France pour ses nationaux de par le monde. Avec le président de la République, nous considérons les Français établis de France justement comme des Français à part entière. Et derrière ces mots d'amour, il y a surtout des preuves d'amour. Beaucoup a été fait par ce gouvernement pour soutenir nos compatriotes pendant cette crise notamment. Je pense au plan de soutien que nous avons mis en place avec Jean-Yves Le Drian en 2020, 220 millions d'euros qui ont permis d'accompagner l'enseignement français à l'étranger, qui pouvait se trouver fragilisé par les conséquences de la crise sanitaire, mais également les dispositifs de bourse qui ont été abondés à hauteur de 50 millions d'euros. Mais je pense également aux dispositifs de secours occasionnel de solidarité, là aussi, qui offrait un filet de sécurité pour tous nos compatriotes.
concrètement, ce sont des centaines et des milliers de Françaises et de Français qui ont pu bénéficier de la solidarité nationale grâce aussi aux subventions que l'État a accordées aux OLES, ce qu'on appelle les associations qui agissent dans la solidarité et la bienfaisance. Et puis la France, c'est aussi ce pays qui a secouru 370 000 Français lorsqu'ils étaient bloqués de passage à l'étranger et que les frontières étaient fermées. La France, c'est le seul pays qui a soutenu directement les plus démunis avec une aide exceptionnelle pour les ressortissants qui en avaient le plus besoin. La France, c'est le pays qui a soutenu son réseau d'enseignement français à l'étranger pour pallier aux difficultés financières des parents. Et la France, c'est encore ce pays qui est en train d'organiser la vaccination des Français qui n'ont pas accès à une vaccination locale. Je reviens de Tananarive et je peux vous dire que l'ensemble des agents sont pleinement mobilisés pour que, eh bien, jusqu'au bout, nous puissions ainsi soutenir sa stratégie sanitaire. Depuis le début de la crise et jusqu'à la fin du tunnel, la France, elle est là et elle sera là. La France et ce gouvernement, fidèle aux valeurs qui sont les nôtres, a répondu présent. Et puis, j'évoquais le quatrième pan de ce carré magique, le projet, le bon projet. Nous l'avons. Et grâce aux candidats et aux candidates, naturellement, nous allons aller encore plus loin dans la transformation des services consulaires. On a déjà bien progressé. Un registre d'état civil des Français à l'étranger qui est devenu électronique, une première en France. Dorénavant, nos compatriotes peuvent obtenir leur état civil en un clic. Mais au-delà, regardez, ce vote par Internet, il avait été abandonné par le précédent gouvernement pour les élections législatives. Eh bien, il a été rétabli pour les consulaires et on y travaille aussi pour le remettre aussi en fonction pour les législatives de l'année prochaine. Et pour pallier à l'éloignement entre les bureaux de vote, vous pourrez justement voter par Internet. Et là aussi, vous êtes des précurseurs. Alors, parlez-en autour de vous, emparez-vous de ce mode de scrutin. Vraiment, citoyennes et citoyens, à vos bulletins et à vos clics. Enfin, nous allons lancer dès cet été, en reprenant une proposition d'Anne Gentay, justement, eh bien, ce grand service public France Consulaire, une plateforme qui sera disponible 7 jours sur 7, H24, et qui permettra à terme, eh bien, justement, de pouvoir joindre les services, avoir une information en temps réel. Ça sera finalement la proximité du service public dans l'esprit France Service. Eh bien, ça sera également disponible pour les Français établis hors de France. Donc, on a tellement de choses à poursuivre que, eh bien, j'ai hâte de le faire avec vos nouveaux élus. Je pense aussi aux chantiers qui nous attendent, la dématérialisation, par exemple, du renouvellement des passeports, la mise en place de cette carte d'identité numérique. Bref, en votant, en faisant voter, eh bien, la voix des Français établis hors de France, elle comptera toujours plus. Et nous avons des élus qui, je le sais, seront très actifs pour l'éducation, pour leur rayonnement par la culture, mais aussi tout simplement pour accompagner les Français dans leurs problématiques, qu'elles soient fiscales, sociales, de retraite, de retour en France. Alors, chers amis, quelques raisons pour lesquelles cette élection elle est importante et mérite d'être connue, toujours mieux connue de nos compatriotes, parce qu'il faut lutter contre ce mal de l'abstention. Il y a 6-7 ans, le taux de participation était de l'ordre de 16 à 17%, je crois. Et bien donc, il y a besoin d'en parler autour de vous. Je peux vous dire que ces élus de proximité, nos compatriotes, ils en auront besoin. Ce sont des gens qui, en complément et en soutien et en coordination avec les services consulaires, eh bien, n'ont qu'une chose en tête, pouvoir aider. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai souhaité renforcer leurs prérogatives, faire en sorte que désormais, ils président les conseils consulaires. Voilà, c'est une réforme que nous avons fait adopter par cette majorité. Et grâce à cela, eh bien, ils auront les moyens de mener leur action et je crois que vous pouvez leur faire pleine confiance. Et au-delà des prérogatives institutionnelles, je peux vous dire que parce qu'ils sont mus aussi par cet engagement que nous partageons, ce sont des gens qui seront disponibles matin, midi et soir. Alors, voilà mes chers amis, le compte à rebours a commencé. Encore une semaine pour convaincre nos compatriotes de voter sur Internet. Encore 2 semaines pour leur dire de se mobiliser pour se rendre dans les bureaux de vote, pour voter à l'urne. Et donc, pas une minute à perdre. N'hésitez pas à faire chauffer le téléphone, à partager sur les réseaux sociaux, à parler de cet événement majeur. Et grâce à vous, écoutez, travaillons
à la victoire. Alors, voilà un message fort sympathique de notre ministre. Merci à lui de nous l'avoir donné. Sans plus attendre et avant de jeter un coup d'œil sur les questions du chat, je vous présente en 30 secondes vraiment Anne Jonté, puisque nous la connaissons à peu près tous. Anne Jonté, qui est notre député, le député de la 11e circonscription des Français de l'étranger, mais aussi médecin, journaliste, française de l'étranger depuis longtemps, mariée, mère de famille. Elle vit à Singapour, comme elle nous le disait tout à l'heure. Elle est bien sûr députée depuis 2017, elle est membre de la Commission des Affaires étrangères, elle normalement voyage dans les 49 pays de sa circonscription, peu sans feu, mais avec la crise, malheureusement, pour le moment, elle ne voyage virtuellement qu'en Zoom. Et on a le plaisir de la voir aujourd'hui. Surtout, on a le plaisir de la voir en tant qu'organisatrice de ces 24 heures des Français de l'étranger. Anne, pour te passer la parole sans plus attendre, pourquoi est-ce que tu as tenu à organiser ces 24 heures des Français de l'étranger? Alors d'abord, chez La République En Marche, nous aimons être innovants et sortir des sentiers battus, trouver de nouveaux modes de communication. Nous avons toujours dit que nous voulions faire de la politique autrement. Et moi, la raison d'ailleurs pour laquelle je me suis engagée, c'est parce que je ne supportais plus qu'on ait des élus qui viennent se présenter au moment du scrutin, viennent serrer des mains, rencontrer des gens, distribuer des tracts, et puis on les voit qui disparaissent. Plutôt, on ne les voit plus et ils réapparaissent au terme de leur mandat pour recommencer le même petit cirque. Depuis le début du mandat, moi, dans ma fonction de parlementaire, j'ai toujours communiqué grâce à cet outil Zoom. Même si je pouvais voyager, je ne le peux plus, mais je voyage toujours par Zoom et ce contact avec chacun est très important. Et là, on s'approche d'un scrutin important et il était important qu'on puisse communiquer, qu'on puisse dire ce que nous portons, comme Jean-Baptiste Lemoyne l'a dit, ce que nous proposons, la vision que nous allons proposer, la façon dont nous envisageons de travailler, que nous puissions présenter nos candidats. Et je rejoins Jean-Baptiste, franchement, les candidats que nous avons sont juste incroyables. J'ai fait avec plusieurs d'entre eux un travail de proximité pour essayer de les connaître un peu mieux. Et je me suis aperçue que c'est amusant de voir combien nos candidats sont réservés, sont pudiques, parlent pas forcément facilement d'eux. Mais alors, quand on gratte un petit peu, on trouve vraiment des talents extraordinaires. Je suis extrêmement fière de tous les candidats que nous présentons. Donc, voilà un petit peu la raison pour laquelle il fallait faire ces 24 heures des Français de l'étranger, un événement unique qui n'avait jamais eu lieu, dans lequel on va pouvoir aborder, Franck, tu l'as dit tout à l'heure, plein de sujets différents, des sujets très spécifiques aux Français de l'étranger, mais pas seulement, parce que justement, si nous sommes là tous ensemble, le point commun que nous avons, eh bien finalement, c'est notre amour pour notre pays, l'envie d'y rester attaché, de comprendre ce qui s'y passe et de continuer à contribuer à sa transformation. Et c'est là que notre bulletin de vote sera terriblement important. Voilà, Franck, pourquoi je pense que ces 24 heures des Français de l'étranger étaient un événement extrêmement important, au cours duquel on verra beaucoup de ministres, quelques surprises et nos candidats. Merci Anne. Alors, les conseillers des Français de l'étranger, ils te servent à quoi? Alors, pour moi, Franck l'a dit tout à l'heure, hein, j'ai 49 pays, 10 fuseaux horaires, j'ai beau voyager, je ne peux pas être partout à la fois. Je ne sais pas encore me cloner et me diviser en plusieurs. Donc, ces outils digitaux, ces outils numériques étaient très importants pour le faire. Mais ça ne suffit pas. Ensuite, pour aller sur le terrain, quand je me déplace physiquement, qui je vais rencontrer, entre autres, les conseillers des Français à l'étranger. Et là, dans ma manière de fonctionner, ça veut dire qu'à peu près, parce qu'ils sont, que représentent-ils pour moi? Ce sont mes lanceurs d'alerte. Ce sont à la fois des personnes qui me donnent des idées et qui m'apportent des critiques et qui m'apportent des demandes et qui me transmettent des inquiétudes. Donc moi, depuis le début du mandat, je les réunissais tous les trimestres par visioconférence et à chaque fois que je me déplaçais, j'allais à leur rencontre. Ces conseillers, ce sont les gens qui sont vraiment insérés dans notre communauté. Donc, ils la connaissent bien, qui savent, par exemple, repérer celui de nos concitoyens qui aurait bien besoin d'aide, mais peut-être ne sait-il pas qu'elle existe. Ou alors, il a une certaine réserve parce que, croyez-moi, quand il faut aller au consulat demander une aide, ce n'est pas forcément facile. Et c'est là qu'un conseiller des Français à l'étranger peut intervenir, le mettre en confiance et lui dire, franchement, dans votre situation, on peut vous aider. Venez, voilà comment il faut faire, on peut vous aider. Et c'est là que les conseillers des Français à l'étranger sont absolument déterminants. Merci Anne. On va continuer un petit peu sur ce sujet des conseillers consulaires et des conseillers des Français de l'étranger, puisque maintenant c'est comme ça qu'il faut les appeler et on les appellera dans le futur. Hein. Est-ce que tu aurais quelques anecdotes à nous partager, à partager avec nous sur ton travail avec quelques-uns de ces conseillers consulaires? Souvent,
un travail très pragmatique et, j'allais dire, très proche du terrain où il a fallu que tu te remontes les manches pour Eh le faire. ben, eh bien, ça rejoint justement, je vais donner une anecdote qui rejoint une question là, que je vois posée sur le chat par Richard. Franck, ici présent justement en Inde, m'a interpellé, c'était au tout début du mandat, au sujet d'un enseignant qui n'avait pas eu son détachement par le ministère de l'Éducation nationale et qui, alors qu'il avait son poste qui était prévu dans un des pays de notre circonscription, il était attendu, c'était une petite école, sa présence était essentielle, sinon l'école pouvait fermer. Et Franck m'a alerté, conseiller consulaire sortant, Franck, pour me dire, voilà, là, on a un problème, telle personne n'a pas obtenu son détachement du ministère de l'Éducation nationale. Et là, qu'ai-je fait? C'était donc en tout début de mandat, j'ai pris mon téléphone dans tous les sens, je n'avais pas encore de réseau constitué, mais il faut y aller. On décroche son téléphone, j'ai trouvé les bonnes personnes au ministère de l'Éducation, j'ai expliqué l'enjeu très fort qui fait que là, on avait une école qui risquait de fermer si l'enseignant n'avait pas son détachement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a eu son détachement, il a pu partir et l'école a pu être maintenue. Donc voilà, une anecdote très concrète. Si Franck n'avait pas été là, si mon conseiller consulaire, je dis moi, pardonnez-moi d'être possessive, mais si notre conseiller consulaire n'avait pas été là, je n'aurais pas été avertie de cette situation particulière et je n'aurais pas permis à cet enseignant d'obtenir son détachement et cette école aurait peut-être fermé au détriment de toute une communauté française. Donc voilà un exemple très concret de comment un conseiller consulaire un conseiller des Français à l'étranger est tellement important. Oui, ça c'est une évidence. J'ai 2 ou 3 questions à te poser, Anne. Les nouveaux élus auront une nouvelle prérogative essentielle, présider le conseil consulaire. Pourquoi avoir voulu cette réforme? Alors, c'était important que vraiment, nous savons que les conseillers des Français à l'étranger ne sont pas tout à fait comme un maire dans une mairie, puisqu'ils n'ont pas un budget directement à gérer, ils n'ont pas des personnels à gérer non plus. Ils ont simplement à défendre la communauté dans une position qui est extrêmement importante, mais qui leur donnait peut-être moins de pouvoir que ne pourrait l'avoir un maire dans une commune. Et donc, on se rendait compte que quand on organise un conseil consulaire, il faut d'abord en convoquer, en choisir la date. Il faut également en définir l'agenda. Et là, on voyait bien que nos conseillers des Français à l'étranger, la convocation, la date de convocation et les agendas leur échappaient. Et ça, c'était un gros manque. Ça leur faisait perdre beaucoup du pouvoir, de l'intérêt qu'ils pouvaient porter. Et là, en leur donnant le pouvoir de présider un conseil, ils vont donc en maîtriser l'agenda, ils vont donc à tous égards le contenu et la date. Et ça, c'était un élément déterminant pour, dans des situations particulières, avoir la main sur le dialogue nécessaire entre notre poste consulaire, le consulat, et nos administrés. Une autre question. Jean-Baptiste Lemoyne annonçait aussi lors de la réforme l'intégration des nouveaux élus dans le protocole de l'ambassade. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors très concrètement, eh bien, moi, je suis toujours partisante et demandeuse de ça. Nos conseillers, ce sont nos élus, ils nous représentent. Quand, par exemple, dans une ambassade, on a la visite d'un ministre, on ne peut pas, dans certains postes, inviter la totalité de la communauté. C'est trop de monde, il n'y a pas forcément la place. Et puis, en plus, vient s'ajouter maintenant, il pouvait exister parfois des soucis de sécurité, s'ajoutent maintenant des soucis de sécurité sanitaire. Donc, on voit qu'il faut qu'ils aient leurs représentants qui soient présents. Donc, oui, dans le protocole, avoir nos conseillers des Français de l'étranger qui soient associés, ça veut dire que, par exemple, sur une visite officielle, nos conseillers seront toujours là. Moi, je trouve que c'est une avancée majeure. Ils auront accès directement à un dialogue avec la personne, le visiteur qui est là, ou dans d'autres événements. Je trouve ça extrêmement important. Il faut que nous puissions renforcer, structurer, donner encore plus de poids à ces Français que nous sommes, qui sommes présents partout dans le monde. Moi, c'est mon motto depuis mon combat depuis le début de ce mandat. Je veux qu'on s'appuie beaucoup plus sur ces communautés, au sein desquelles on a beaucoup de personnes qui nous aident à vendre la marque France, qui nous aident à exister, qui nous aident à rayonner. Si on ne s'appuie pas suffisamment sur eux, on perd beaucoup, beaucoup de chances dans cette compétition mondiale. Donc, depuis le début du mandat, je le voulais, et ça, c'est une des avancées très importantes. Aussi, Jean-Baptiste Lemoyne annonçait à l'AFE l'intégration des nouveaux élus dans les corps des élus français en leur donnant une carte d'élu, tout comme un maire ou un conseiller municipal. Le 1er juin, aura-t-on cette carte? Pardon.
Alors, est-ce que c'est exactement le 1er juin concrètement? Est-ce qu'elle sera là? Je ne peux pas le garantir, mais le principe est acquis et c'est ça qui est important. Restons bien sur le principe. En tout cas, vous pouvez compter sur vos élus parlementaires pour pousser si jamais il y avait un retard ou une réticence qu'on pouvait observer, ce que je ne crois pas. Hein. Mais on ne sait jamais. N'hésitez pas, nous sommes là aussi pour donner le petit coup de pouce supplémentaire pour aller jusqu'au bout d'une réforme que nous avons voulu. Merci Anne. Je vois une question là pour rebondir de Oui. Jean-Marc Fraval. Je ne sais pas où est Jean-Marc, mais il nous dit comment on contacte les conseillers consulaires. Alors, Jean-Marc, c'est une bonne question parce qu'il n'y a pas de structure bien établie et c'est un petit peu au petit bonheur la chance jusqu'à présent, avec certains qui se créent leur propre adresse. Il faut dire tout simplement que le ministère des Affaires étrangères n'avait pas organisé de manière institutionnelle que chacun ait une adresse institutionnelle finalement. Nous plaidons pour cela, nous plaidons pour créer une adresse institutionnelle. Comptez aussi sur nous pour pouvoir le pousser et que vous n'échappiez pas à cette avancée qui serait très importante. En général, dans la plupart des consulats, il existe une adresse email, votre adresse email que vous donnez au consulat comme conseiller élu est indiquée sur le site du consulat. Quelques consulats le rendent plus ou moins visible. Voilà, ça fait partie des éléments sur lesquels il faudra travailler. Je ne veux jeter la pierre à personne. Les conseillers des Français de l'étranger, c'est récent, hein, c'est 2014. Donc, faisons en sorte que ce deuxième mandat qui arrive soit un mandat de progrès, soit un mandat qui avance, qui aille encore plus loin sur cette nécessaire contact, cette nécessaire relation structurée entre nos communautés et nos institutions. Merci Anne. Alors, bientôt, donc, on aura à peu près 450 nouveaux élus qui feront partie de ce corps des conseillers consulaires, hein, pour lesquels on a bien compris, on allait donner davantage de prérogatives, en tout cas la prérogative principale qui est celle de présider les conseils consulaires. Voilà une super réforme. On entend souvent dire que voilà, les conseillers consulaires sont des élus de proximité, des élus sur le terrain, et qu'ils n'ont pas de rôle politique. Quelle est ta vision sur cette question? Alors, je crois que comme citoyens, nous avons chacun d'entre nous, chaque jour dans nos vies quotidiennes, des choix à faire. Par exemple, je vais faire mes courses pour faire le repas de midi et je vais choisir d'acheter un produit qui a été transporté par avion depuis 10 000 km ou j'achète un produit qui est produit plus près. C'est un choix politique. Le choix que je fais au moment où j'achète ça est un choix politique. Je décide d'acheter un produit qui contient tel type de produit chimique ou pas. C'est un choix politique. Je décide de m'acheter un vêtement avec un t-shirt à 5 € fabriqué au Bangladesh ou je décide de le payer plus cher parce qu'il est fabriqué en Europe ou plus près ou même peut-être en France. C'est un choix politique. Comme citoyen, tous les jours, nous faisons des choix politiques. Le journal que j'achète pour lire, nous le savons en France. Nous allons choisir un journal qui est d'une obédience politique de telle ou telle tendance. Nous faisons chaque jour des choix politiques. Donc, tout ce que nous faisons est un choix politique. Et évidemment, l'élection, mettre un bulletin dans l'urne, est un choix éminemment politique. Alors là, Franck, je pense que tu me tends la perche pour que je parle peut-être de ceux qui se présentent à ces élections en se disant apolitique, donc privé de politique. Hein, le A, c'est sans politique. Ça n'a absolument aucun sens. On l'aura compris, et ceux qui se veulent indépendants. Alors, indépendants, ça veut peut-être dire qu'ils ne sont pas affiliés à un mouvement ou un parti politique. Très bien, mais dans le projet qu'ils portent, dans les choix qu'ils nous proposent de faire, ils font de la politique, évidemment. Donc, soyons très lucides, prenons du recul. Un vote, un bulletin dans l'urne est toujours un acte politique. Et puis, au-delà de cette élection consulaire, c'est 442 conseillers des Français de l'étranger, avec leurs délégués également derrière. Attention, juste après cette élection, ils sont grands électeurs pour le Sénat. Alors, le Sénat, vous pouvez aller sur le site du Sénat et regarder, tous les sénateurs, tous sauf 2, sont attachés à une chapelle politique, tous sans exception, y compris ceux qui, dans ces élections des conseillers des Français de l'étranger, se disent apolitiques ou indépendants, tous. Donc, l'élection, le bulletin dans l'urne que nous mettrons là les 29 et 30 mai prochains, c'est un geste politique et qui conduira nos élus à prendre une décision pour nous, en notre nom, encore plus politique. Donc, j'invite vraiment chacun d'entre nous à bien réfléchir, à se dire, au bout du compte, les valeurs que j'ai envie de voir portées par ces bulletins successifs, le mien d'abord et ensuite celui que je vais confier au conseiller que je vais faire élire, lui va porter ma voix dans un autre bulletin. J'aimerais mieux qu'il porte mes valeurs.
et pas les valeurs de quelqu'un d'autre. Voilà, donc faisons très attention à ça. C'est une action, c'est un vote politique. Ça ne veut pas dire que sur le terrain, tous les jours, le sujet est systématiquement politique au sens des partis politiques tels que nous les voyons en France, mais si par exemple, comme nous le proposons sur des sujets par rapport à la transition écologique et à la lutte contre le changement climatique, un conseiller des Français de l'étranger, les nôtres en tout cas ceux que nous soutenons, ceux que nous présentons, sont clairement pour dire, par exemple, sur le choix qui revient au conseil consulaire d'affecter des budgets à une proposition de demande pour un budget staff, pour une subvention staff, eh bien là, moi, je choisis que ces projets, je porterai ma voix sur des projets qui systématiquement auront une empreinte carbone nulle, parce que c'est ce à quoi je crois et c'est ce que je veux porter comme vision politique de la lutte contre le changement climatique. Donc, vous voyez que le conseiller des Français à l'étranger, on peut peut-être, quand on vient chercher quelqu'un pour lui proposer une aide sociale, ce n'est pas un acte politique en tant que tel, bien qu'on sait qu'il y a des personnes qui refusent toute aide sociale et d'autres qui sont très demandeuses d'aide sociale, qui voudraient même encore les développer. Là aussi, c'est un choix politique. Mais soyons lucides, hein, on fait toujours plus ou moins de la politique dans ce que nous faisons, même si au quotidien, le premier rôle des conseillers des Français à l'étranger, c'est d'aider notre communauté. Merci. En avant de repasser la main à Zaïda, je reprécise peut-être quelques questions qui nous arrivent sur le chat. On les voit à peu près toutes, hein, les questions qui sont très précises sur les cartes d'identité, des choses comme ça. S'il vous plaît, envoyez-nous un mail de façon à ce qu'on vous revienne. Jean-Marc reprécise sa question en nous disant qu'il aimerait que tu nous dises 2 mots quant à l'ouverture des frontières et les motifs impérieux. Est-ce que tu penses… D'accord. Alors, je vais en dire un mot. Je vais en profiter pour rebondir aussi sur une question que j'ai vue passer de Virginie qui est au Japon, qui dit qu'elle va rentrer en France cet été. Donc, du coup, je vais vous parler de l'ouverture des frontières et dire déjà à Virginie que oui, elle pourra rentrer en France cet été, pas de souci. Pour la vaccination en France, je le dis rapidement, on en parlera ce soir dans une vidéo où vous serez peut-être couché au Japon, mais tout sera remis en ligne après, donc vous pourrez le revoir. Je confirme, pour l'avoir en plus vécu à titre personnel, quand on n'est pas dans la sécurité sociale française, qu'on n'a plus cotisé depuis très longtemps, on peut néanmoins, lors de votre passage en France comme Français, se faire vacciner. Je l'ai vécu, je le dis très simplement pour mon époux qui a bien quitté le système depuis fort longtemps. Bon, là, voilà, il y a 2 situations. Il vous faut un numéro de sécurité sociale pour le faire. Pas une carte vitale, un numéro de sécurité sociale, c'est différent. Soit vous avez déjà été dans le système et vous avez une bonne mémoire, vous donnez simplement ce numéro et ça suffit et vous vous faites vacciner et c'est gratuit. Soit vous n'avez jamais été dans le système ou votre mémoire vous fait défaut, vous avez oublié votre numéro, pas de souci, on va vous recréer sur le champ un numéro transitoire qui vous permet de vous faire vacciner. Donc Virginie, je confirme, vous pourrez être vaccinée en France sans problème, je l'ai vécu, c'est possible et c'est gratuit. Pour les fermetures des frontières, donc aujourd'hui, à l'heure où je parle, il n'y a pas de fermeture de frontières pour les Français et leurs conjoints, quelle qu'en soit la nationalité, et leurs enfants, quelle qu'en soit la nationalité. On rentre en France comme on veut. La condition pour tout le monde, vacciné ou pas vacciné, pour le moment, c'est de présenter un test RT-PCR négatif de moins de 72 heures pour l'immense majorité des pays. Il y a quelques pays que je vais vous citer qui sont à moins de 36 heures, qui sont l'Uruguay, le Chili, l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Inde, le Bangladesh, le Népal, la Turquie, le Sri Lanka, je crois que j'en oublie un. Ben voilà, bon, je vous redonnerai la liste. Il y a quelques pays, une petite dizaine de pays où il faut un test RT-PCR de moins de 36 heures. Tous les autres, c'est moins de 72 heures et vous pouvez rentrer sur le territoire français. Voilà, c'est la seule condition qui va rester un bon moment, car pour faire lever cette condition, il faudra vraiment que la vaccination soit très largement diffusée dans le monde entier. Nous en sommes fort loin. Donc, pour finir sur les frontières, voilà, c'est la seule condition pour le moment. Mais voilà, je voudrais apporter à votre attention, parce que Franck l'a souligné tout à l'heure, moi je suis donc résidente à Singapour, et cette nuit, Singapour a pris une décision qui m'a beaucoup touchée. Les résidents comme je suis moi, hein, j'ai un titre de séjour longue durée, eh bien, nous ne pouvons plus rentrer à Singapour, et ils nous ont avertis depuis, ça commence demain dimanche, nous ne pouvons plus rentrer jusqu'en 2022. Donc voilà, la fermeture des frontières, la France n'a pas du tout choisi cette approche-là. Les Français, leurs conjoints, leurs enfants peuvent rentrer en France et ça sera toujours le cas. Pour les autres situations, les personnes qui ne sont pas de nationalité française, qui ne sont pas les conjoints d'un Français ou les enfants d'un Français, pour le moment, il n'y a pas encore de retour possible en Europe, sauf motif impérieux, je pense que c'est peut-être ça qui a été évoqué, dont la liste est précisée, n'a pas été restreinte pour le moment. Je porte à votre attention un point de vigilance. Franck, qui est en Inde, est bien placé pour le savoir.
on a des inquiétudes, hein, le monde entier a des inquiétudes sur ce fameux variant indien et Boris Johnson, le Premier ministre britannique, s'est exprimé sur ce point hier. Soyons extrêmement vigilants et ayons bien en tête qu'il faut rester très, très, très prudent dans les contacts et dans le risque de dissémination dès lors que nous nous déplaçons. Voilà ce que je pouvais te dire, Franck, sur les frontières. Merci Anne. Zaïda? Le micro, Zaïda. Alors, je vois un petit… Zaïda, pendant que tu recherches ton micro, je vois une petite question. Quelqu'un qui nous pose des questions sur les possibilités de vie en dehors de l'Union européenne. Alors, là, je voulais juste vous dire, la possibilité, bien évidemment, qu'on soit très clair, lorsqu'aujourd'hui, si vous avez, par exemple, un contrat d'embauche dans un pays situé hors de l'Union européenne, la France vous laisse partir, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez sortir, c'est bien prévu, il n'y a aucun souci. La difficulté, c'est voir si de l'autre côté, le pays vous accepte toujours. Je dis ça parce que Singapour, à ceux qui avaient obtenu l'autorisation d'aller à Singapour, par exemple pour le 1er juillet ou juin prochain, eh bien, le couperet vient de tomber, ils ne peuvent plus partir. Ça, ce n'est pas un sujet du côté français. En tout cas, la France, si vous avez un projet de déménagement ou de travail qui est construit avec une embauche, une création de société, peu importe, dans un pays hors de l'Union européenne, ça fait partie des motifs pour lesquels vous pouvez absolument sortir de France. Aucun problème avec ça. Alors, Anne, pour parler de cette épidémie, les élections de mai approchent et on peut se demander si elles auront lieu dans certains pays, car la pandémie fait rage. Et voilà, où est-ce qu'on en est dans ces circonscriptions? Est-ce que le vote aura lieu? Est-ce que le vote par Internet va pouvoir débuter parce que le vote à lui, on aura lieu? Voilà, c'est quelques questions que les personnes se posent. Bien sûr, alors la question est revenue souvent. Alors en pratique, en fait, dès le mois, vous voyez bien que la situation sanitaire est très très volatile. Elle peut changer extrêmement rapidement. Vous voyez, je viens de vous parler de Singapour qui a pris une décision hier pour demain dimanche. Et franchement, il y a 15 jours, jamais personne n'aurait imaginé ça. C'est pour ça qu'en février dernier, le 18 février dernier, le Conseil scientifique en France a remis un rapport au Parlement pour lui dire, écoutez, pour les élections consulaires, on est d'accord, vous pouvez y aller, vous pouvez les organiser, mais simplement, comme la situation est volatile, ayez anticipé, prévoyez une possibilité de report et de scrutin partiel décalé s'il y avait une difficulté à voter dans un pays. Donc pour ça, on nous avait alerté qu'il fallait en passer par la loi pour proposer un report. Et donc c'est ce qui s'est passé. Il fallait aussi un véhicule législatif pour porter cette demande, ce véhicule légistique, comme nous disons dans notre jargon. C'est la loi de sortie de crise sanitaire qui a été votée à l'Assemblée en première lecture mardi soir dernier et qui a permis au gouvernement de déposer un amendement dans lequel il explique comment il pourrait, c'est un conditionnel, procéder si dans certains pays, on ne pouvait pas ouvrir au moins un bureau de vote. Dans certaines circonscriptions, on ne pouvait pas ouvrir un bureau de vote. Et donc, ce qui a été proposé, c'est de pouvoir, sur ce scrutin-là, si on n'a pas la possibilité dans une circonscription d'ouvrir au moins un bureau de vote, alors on pourra reporter l'élection de cette circonscription uniquement au maximum de 4 mois. Et pour cela, quand la décision sera-t-elle prise? Eh bien, on voit bien, du fait de la volatilité, il faut pouvoir le prendre au plus tard, au moment où le vote par Internet ouvre. Donc, les informations que j'ai du ministère des Affaires étrangères est de dire qu'on observe partout dans chaque pays, pays par pays, la situation, et juste avant l'ouverture du vote par Internet, à ce moment-là, on prendra la décision de laisser l'élection courir comme elle était prévue, ou de fermer, de dire que l'élection ne se tiendra pas, mais c'est vraiment circonscription, pas circonscription. Ce qui fait qu'à l'heure où je vous parle, je ne peux pas vous donner une liste de pays qui est menacée, entre guillemets, de report d'élection, puisque par essence, nous ne le connaissons pas pour le moment. Il y a des points de vigilance. Franck en Inde en est un, tout le monde le connaît, l'Inde c'est un grand, grand point de vigilance. Voilà, pour le moment, on observe. Et vous voyez que les conditions de report éventuel seraient un confinement total, on ne peut pas sortir de chez soi, ou bien on ne peut pas circuler dans le pays. En gros, on ne peut pas rejoindre le bureau de vote qui sera ouvert dans un consulat, par exemple. Et dans ce cas-là, il faudrait se poser la question de reporter ce scrutin. Mais à l'heure où je vous parle, il n'y a aucun pays pour lequel une décision ait été prise. Tout est prêt pour le cas où. La volonté derrière du ministre, Jean-Baptiste Lemoyne, j'ai parlé avec lui, c'était mardi dernier, il m'a clairement dit, ma volonté, mon ambition, c'est d'ouvrir
dans le plus d'endroits possible, d'aller vraiment, d'assurer que le scrutin puisse se dérouler dans un maximum de pays. Je voudrais même, si possible, qu'il n'y ait aucun pays dans lequel ce ne soit pas reporté. Voilà son ambition. Maintenant, hélas, il y a un sacré maudit satané virus qui nous bloque et qui sera, in fine, le seul décisionnaire. Merci beaucoup, Anne, pour toutes ces réponses. Je crois qu'on est arrivé presque au terme de notre entretien ce matin. Je passe la parole peut-être à Laure Emmanuel pour la suite, pour nous dire comment on se connecte à l'heure suivante. Alors, ça me permet de dire un petit mot de remerciement, justement, puisque tu viens citer le nom de Laure Emmanuel qui n'avait pas encore été cité, Laure Emmanuel Barillet et Valérie Longchamp, qui sont ici présentes, que vous ne voyez pas, mais autour de moi, sont nos permanentes au siège de La République En Marche, qui ont fait un travail absolument extraordinaire pour que ces 16 heures de direct puissent se tenir. Même parfois avec un petit problème technique, elles sont formidables. Si on était tous ensemble, je vous dirais de les applaudir.